Alright, Alex, pour commencer, rappelle au monde qui ont peut-être pas déjà vu ton épisode de pod, t'es qui toi? Alexis Boucher, je suis Revenue Architect chez Vasco, qui est une startup en tech, puis j'ai un background en SaaS au Québec, puis un peu partout. Chronogolf, Chronogolf, Lightspeed, Lightspeed, SumUp, ouais. SumUp. Ça, c'est pas au Québec, par exemple. Non, ça c'est pas au Québec. Si les gens veulent les détails, ils peuvent aller voir l'épisode 95, qu'on est allé en profondeur sur ton parcours. Ouais. Vasco, tu le elevator pitcherais comment? C'est une plateforme d'architecture de revenus qui permet aux founders puis aux exécutifs dans des startups de mieux comprendre leur axe de croissance puis s'assurer que pour des milestones éventuels comme du fundraising ou même un exit potentiel, ils sont bien équipés pour comprendre puis pour s'appuyer sur une croissance de revenus qui est plus prévisible. Cool, fait que Vasco de Gama, explorateur, direction, Exact. on découvre de nouvelles contrées. Précisément. Et voilà. Bien joué. OK. C'est comme si je connaissais la réponse. Une des premières phrases que tu me dis, autant offline que online dans nos discussions qui m'avait marqué, c'est fini la croissance à tout prix. Ouais. J'ai le goût que tu unpack un petit peu ce que tu voulais dire par ça. Oui, bien, écoute, je pense que c'est plutôt la nuance entre la capacité à lever du financement il y a une couple d'années, puis le flot d'acquisition, le flot de l'argent en tech qui a évidemment ralenti après la COVID. Puis là, le focus sur le fundraising puis sur les exits est beaucoup plus autour de l'efficacité go-to-market. Fait que la capacité d'engager les bonnes personnes, d'avoir des bons axes de croissance, puis de vraiment organiser la croissance d'entreprise, pas juste sur des métriques comme le LTV puis la croissance, mais aussi regarder des trucs comme le payback, puis avoir un taux d'efficacité d'acquisition qui est plus tight, disons. Dirais-tu qu'une manière peut-être un peu vulgaire de dire ça, ce serait que les investisseurs et ou les institutions qui vont te prêter ou du cash ou juste investir dans ta compagnie contre l'équité sont rendus plus sévères un peu ou genre juste plus frileuses, mettons? Ben, je pense que oui. Puis en plus de ça, il y a disons qu'il y a une meilleure compréhension de l'efficacité aussi. Donc, avant, c'était un petit peu plus la croissance, puis on veut s'assurer que la compagnie, elle a des multiples autour de la croissance, puis il n'y avait pas un gros focus sur l'efficacité de la génération du revenu. Fait que, quand on parle de, mettons, tracker en marketing le ROAS, le Return on Ad Spend, puis s'assurer que chaque dollar investi autour du go-to-market qui revient efficacement. Fait que, Magic Number, LTV sur CAC, Payback, comme je dis, c'est des métriques qui étaient peut-être moins discutées dans ce temps-là. Puis que là, les startups sont vraiment... c'est important qu'ils surfassent ces chiffres-là quand vient le temps de non seulement les événements comme du financement puis d'exit, mais aussi pour leur propre croissance, disons, sustainable, de pouvoir avoir des axes de croissance comme ça sur de ne pas avoir besoin de raise du cash aussi fréquemment, de ne pas avoir besoin de rely sur d'autres facteurs externes, mais là, d'être capable d'être plus efficace dans la génération de revenus. Puis quand tu dis efficacité, c'est le chemin que je peux faire avec le cash que je génère. Grosso modo, oui. Genre, la pièce va à quel point je suis capable de la stretcher ou le retour dessus va être bon. C'est un peu ça que tu vois? Bien, le retour sur ce qui est investi, aussi la capacité à scaler. Fait que, est-ce qu'il y a des canaux d'acquisition qui requièrent beaucoup de headcount versus des canaux qui sont plus faciles à scaler comme du PLG puis du self-serve? On voit beaucoup plus de produits aujourd'hui qui nécessitent pas à parler à un humain. Fait que tu peux te self-onboarder, toi-même acheter le produit en ligne, puis après ça, s'il y a lieu, tu peux parler à un humain si tu veux, mais ça aussi, ça enlève des coûts d'acquisition qui sont associés. Fait qu'il y a plusieurs angles à ça. Pour tous les jeunes ou moins éduqués founders qui nous écoutent, mettons, qui sont comme « Wow, t'as peu, là, il a parlé de Return on Ad Spend, de CAC Payback, il a parlé de LTV, il a parlé de... le dernier que tu viens de dire. Number, peut-être? Magic Number, bon... On est en train de travailler sur un glossaire chez Ça se passe. Parfait. Fait qu'on va ça va pouvoir... être utile. Exact, c'est ça. On va pouvoir comme, faire des liens à des pages uniques qui vont décrire tous ces concepts-là. Puis aussi, toi puis moi, on amorce une collaboration qui va avoir déjà été annoncée quand les gens vont voir ce contenu-là, mais Vasco est partenaire Ça se passe, puis on va avoir plusieurs autres discussions, puis produire d'autres types de contenus qui vont rentrer dans toute cette poutine un peu plus technique-là. Puis l'affaire que tu dis qui m'allume le plus, c'est genre, hey, c'est le temps d'éduquer nos founders mieux, genre.
que c'est pas juste à propos d'une intuition de product market fit, puis de mettre sur une slide 2-3 idées de canaux d'acquisition, puis d'être capable de ouais, on va figure out le SEO puis le SEM. Non, c'est genre hey, le cash que tu vas générer ou que tu as généré, comment tu vas le dépenser dans ton acquisition, dans ta rétention. Puis genre, ça, là, cette maths-là, elle scale-tu, dans le fond? Parce que si je pour te donner des millions, ben, c'est pour qu'il y en ait plus de millions qui reviennent. Absolument. Puis c'est super valide. Puis en plus de ça, il y a tellement de variables différentes sur le scalability d'un canal. Parce que oui, il y a le... Tu sais, mettons, tu regardes SEO ou SEM, il y a le search volume. Il y a une limitation du nombre de gens qui recherchent certaines choses at any given point. En plus de ça, il y a le marché actif versus le marché non actif. Il y a la capacité de pouvoir scaler sur toutes ces variables différentes qui fait en sorte que si l'exercice n'est pas fait puis il n'est pas ingénierisé, il va y avoir des surprises aux founders qui atteignent un certain plateau de croissance. Puis là, c'est pas mal plus difficile de figurer qu'est-ce qu'on fait avec le revenu. Puis c'est pas quelque chose que les investisseurs puis le board va vouloir nécessairement écouter avec patience. Une des affaires que j'ai le plus apprécié de toi quand je t'ai interviewé sur le pod, c'est que tu m'as dit j'aime ça le monde qui n'a pas peur de la complexité. Puis je pense que quand tu es rendu à décortiquer puis prévisionner ton go-to-market, tes canaux de croissance, leur scalability, comment tu veux générer ton argent, le retenir, ça implique un certain niveau de complexité. Il faut que tu sois game de te relever les manches et de faire comme hey, là, il y a un paquet de métriques ou de points de référence en sens que dans le fond, je ne comprends pas nécessairement et où je n'ai pas les outils pour les comprendre. Let me figure it out. Puis c'est ça qui m'excite le plus de mon partnership avec Vasco, c'est que oui, on va finir par parler du produit et puis tout, comment ça peut aider, mais on va éduquer les founders aussi sur cet aspect-là qui est souvent un peu un enfant mal aimé là, en SaaS. Là, je pense que ça change. Là, les crowds de RevOps puis de Revenue Architecture, ils explosent, puis on va en parler. Mais genre, j'ai l'impression que pour surtout les founders techniques là, qui sont plus comme scientifiques ou genre ingénieurs, tout est une question de produit puis de features, puis genre, ils vont taper avec le marteau de ship du code, ship des pixels, sans nécessairement ingénieriser, comme tu dis, ma croissance. Genre. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi un petit mythe qui est build a great product and people will come. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est pas juste les bons produits qui gagnent, c'est aussi les bons go-to-market. Exact. Puis la réalité, c'est que oui, peut-être qu'au Québec, il y a beaucoup de founders qui sont comme OK, mais si on bâtit un produit incroyable, les gens vont l'acheter. C'est pas vrai. Il y a plus de très exception. C'est très exception. Puis il y en a, par contre, il y a plus de compétition qu'il y avait avant. Il y a plus de joueurs dans le même space. L'accès au talent est plus facile, évidemment, depuis COVID. C'est de moins en moins tough builder du produit. Exact. Genre, je fais du code avec des AI assistants, etc. C'est de plus en plus démocratique. Puis, tu sais, il y a beaucoup de founders qui vont dire, bon, on va engager 4 vendeurs et on va leur donner un quota d'1 million chacun. Fait qu'on va arriver à 4 millions d'AR en 2 ans parce qu'on engage 4 vendeurs. Mais il n'y a pas de science derrière, il n'y a pas une compréhension du ICP, le Ideal Customer Profile, puis de segmenter vraiment tout le blueprint, si tu veux, de leur croissance. Ça, c'est quand même, comme tu dis, c'est complexe, puis ça nécessite quelque chose qui est super technique, mais ça nécessite de prendre le temps d'évaluer c'est quoi notre marché, c'est qui nos acheteurs, comment on va aller les chercher, où on va les chercher, puis comment on va les convertir. Combien ça va coûter faire tout ça? Combien ça va coûter faire tout ça, puis qu'est-ce qui va nous revenir au bout de la ligne. Mais moi, je souris parce que je me rappelle avec Snipcart avoir eu des réflexions de c'est vraiment cool Snipcart comme produit. Mais l'affaire qui a fait que ça a marché, c'est qu'on a été capable de tirer notre épingle du jeu par rapport à la commercialisation. Genre. Ça a toujours été ingénierie et marketing, croissance, main dans la main. On investit autant dans les deux. Puis évidemment qu'on n'était pas aussi scientifique que certaines approches qu'on va finir par parler, toi puis moi. Mais l'énergie puis l'effort, l'attention que l'équipe fondatrice mettait à faut que ça grow, puis que ça scale, puis que ça soit profitable, était égal à l'attention qu'on mettait de faut développer un bon produit, faire du bon customer support, tout ça. C'est une très bonne formule, ça. C'est ça. Puis je suis excité qu'on puisse en parler plus. Mon but, c'est aussi que nos convos à toi puis moi soient les plus accessibles possibles. Fait que je vais faire un mini détour de définition. On a parlé de go-to-market, GTM. C'est des choses qu'on va mentionner souvent. Comment tu me vulgariserais ça, genre, grossièrement? Bien, la mise en marché. Fait que, voyons-le comme l'unification de marketing, vente, service client. Fait que tout ce qui touche à l'acquisition des clients,
closer des clients puis retenir les clients. Parfait. Parce que ce volet-là aussi qu'on va parler, que moi je trouve super intéressant puis qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est quand on arrive au moment où on close un client, il y a un hand-holding qui est nécessaire pour les onboarder, les garder, puis aussi augmenter le nombre de produits qu'ils utilisent, puis le usage du produit, parce que, encore une fois, on va en jaser, mais il y a plein de modèles de pricing différents qu'un seul client peut t'amener le double du revenu dans 3 ans si on joue nos cartes comme il faut. T'sais. Exact. Le revenu d'expansion. Fait que pour revenir à ta question, l'unification de acquisition, closing, puis rétention, expansion des clients. Parfait. C'est top notch. Est-ce que tu connais Brian Balfour, les forfeits? Tu veux-tu que j'essaie de te le vulgariser? Vas-y, ouais. Grosso modo, ce dude-là, il a fait un gros case study avec HubSpot. On le mettra dans les notes de cette vidéo-là, là, mais lui, son claim est assez simple. Tu as 4 dimensions super importantes. T'as le market, le product, le model, puis le channel. C'est-à-dire que tu peux pas juste parler de product market fit. Il faut que la manière que tu commercialises ton produit soit scalable, comme tu disais. Il faut aussi que le marché dans lequel tu commercialises ton produit ait assez de latitude pour créer une compagnie genre profitable. Puis il faut finalement que le produit soit commercialisable avec des canaux d'acquisition que tu peux vraiment maîtriser, puis que ça fonctionne pour toi, puis c'est genre rentable de commercialiser à travers ces canaux-là. Fait que tu sais, c'est comme les forfeits qu'ils appellent. Okay, puis, c'est cool. Ouais, c'est super cool. Puis c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler tout le temps. Puis moi, ma question que j'avais pour toi, c'était là-dedans, il y a le channel model fit, qui est genre, OK, ben ton prix, la manière, ton modèle d'affaires, mettons que c'est par site, par user, avec plan ABC. Est-ce que, puis le prix que tu as mis là-dessus, 10, 20, 30 $, je fais ça très simple. Est-ce que le modèle d'affaires designé dans ton SaaS fit avec ton canal d'acquisition? C'est-à-dire, si c'est du SEM, méga payant, méga cher, que ton CAC, ton coût d'acquisition client est super élevé, puis qu'après ça, tu ramasses des peanuts sur tes subscriptions, ben, tu n'as pas le fit channel d'acquisition et modèle d'affaires. Fait que j'ai comme l'impression qu'au cœur du revenue architecture qu'on va définir et tout, il y a un peu de ça aussi. C'est le genre de choses que tu checkes. Là. Oui. Puis, tu sais, d'être capable de tracker les dynamiques d'un client à travers le funnel en entier, parce que il y a aussi la notion, puis je vais t'ajouter une nuance puis une complexité. Peut-être qu'un client, à travers un canal, au moment où il close, il est plus petit, mais peut-être qu'il y a aussi énormément de growth potential à l'intérieur du produit. Tu sais, en PLG, il y a beaucoup de ça. On va chercher un utilisateur dans une énorme compagnie tech qui paie uniquement par mois avec sa propre carte de crédit. On va chercher plusieurs users, puis ensuite, on close le deal en enterprise à 100K par année. Par PLG, tu veux dire Product-led. Fait que, disons, un rep qui veut avoir un meilleur résumé de ses appels. Fait qu'il va lui-même aller sur un site web, il va lui-même payer le 29 $ par mois, mais après, cette compagnie-là peut commencer à avoir un usage growth à l'intérieur d'une entreprise, puis faire un cas pour ensuite les shifter à un modèle qui est centralisé avec la business. Exact. Fait il y a ces nuances-là aussi qu'on oublie rapidement de, OK, si on regarde au moment du close, ouais, tu sais, ça n'a pas l'air de faire du sens d'un point de vue retour sur investissement, mais alors que tu regardes l'évolution du client avec le produit, il y a peut-être d'autres opportunités quand même grosses. Puis c'est là que le modèle d'architecture de revenus est important, c'est de ne pas penser seulement en surface au closing du marketing et de la vente, mais la fonction de service de succès client, customer success, elle est méga, méga importante. Tu peux extraire plus de valeur, hopefully en donnant plus à ton client, des clients existants. Il y a des dollars probablement que tu laisses sur la table parce que tu ne te rends pas compte comment faire des bons upsells ou comment les bouger dans un funnel d'activation qui les rend plus payants au final. Absolument. Puis pour en rajouter puis rebondir là-dessus, il y a aussi énormément de friction à travers un canal de vente parce que tu as non seulement des gens qui gèrent chaque segment de l'entreprise, fait qu'ils se passent la balle à travers les canaux. Fait que, tu sais, quand tu introduis une nouvelle personne, il y a une friction qui est ajoutée alors que, disons, on passe de marketing à vente. Quand on passe de marketing à vente, il faut organiser un appel. Il y a des gens qui ne se présentent pas. Entre vente et service client, il y a un onboarding. Si la personne n'est pas rapide sur la réponse,
ça mène toujours à des petits drop-off à travers les canaux. Ouais. Puis le problème avec ça, c'est qu'on perd énormément de revenus si on compound tout ça avec les trimestres puis l'année en entier. Fait que d'aller chercher ces optimisations-là à travers les canaux de vente, c'est comme ça qu'on va aller chercher du revenu incrémental à travers tout ça, puis qu'on peut augmenter... Être plus efficace. Être plus efficace. Puis ça, c'est à la base que Revenue Operations, fait que les opérations de revenus, c'est comme ça que ça a été créé. C'est une personne ou un groupe dans l'entreprise qui regarde l'optimisation de la technologie, des processus et des gens dans une entreprise à travers marketing, service client, puis vente. Puis ça, initialement, c'était un headcount, fait que c'était une personne à l'interne qui gérait tout ça, mais c'est devenu une science, puis vraiment une catégorie même de logiciels dans laquelle Vasco fait partie, puis lead même. Mais ça devient vraiment une pratique connue dans laquelle les gens en Revenue Operations vont utiliser un peu cette technologie-là puis ces approches-là. Puis là, historiquement, mettons, quand est-ce que ça commence à émerger la science du RevOps puis de l'architecture de revenus? Il y a probablement 5-6 ans, je dirais. Ouais. Puis ça a une croissance phénoménale à chaque année. Clairement. C'est le rôle le plus posté sur LinkedIn en SaaS, du moins. Puis, c'est ça. Initialement, c'était un mix de marketing ops. Tu vas te rappeler les gens qui géraient ton Marketo, puis ton Pardot, ou ton CMS. Puis ensuite, tu avais Sales Ops qui s'occupait de Salesforce, HubSpot, puis tu avais Customer Ops qui faisait tout ce qui était billing, quoting avec les clients. Okay. Mais c'était tout décentralisé. C'était pas en silo. Fait que c'était pas une fonction en particulier qui gérait tout ça. Parce que la réalité, c'est que tout le monde dans un canal de vente a des upsides différents. Des incitatifs différents. Des incitatifs différents. Il y a des gens qui sont payés, rémunérés sur des trucs en particulier. En vente, une fois que tu signes un client, eux, c'est pas leur problème si on a vendu 10 features qui ne viennent pas avant 6 mois. Puis là, Customer Success va arriver et être comme, on n'est pas prêt à les accueillir. Fait qu'il y a des risques de bounce, de churn. Fait que cet alignement-là du lead jusqu'au cash, fait que la rétention puis l'expansion, si c'est pas un groupe qui gère ça de A à Z, ou du moins qui est rémunéré ou même mesuré sur la performance des clients de A à Z, il va y avoir des silos, puis il va y avoir des manques d'efficacité à travers chaque segment. Puis, comment est-ce que tu fais... Parce que là, j'ai l'impression que pour des gens qui n'ont pas nécessairement encore instrumenté bien ces différentes fonctions-là, que ce soit marketing, vente, customer success, avoir une vision d'ensemble, ça, c'est une des premières questions que je t'ai posées. C'est comme un peu intimidant. C'est genre, OK, ben comment je fais pour mesurer l'ensemble de mes opérations de revenus ou de mon go-to-market, voir si ça marche? Il y a une complexité autour du tech stack, c'est sûr. Ouais. La plupart des gens, des startups ou même des scale-up, qui ont souvent une structure technologique autour du go-to-market qui est un petit peu brisée. Fait qu'on a le CRM, on a le marketing automation, on a un outil souvent pour le reporting, fait qu'un BI, comme un tableau, un looker, des outils comme ça. Puis, il y a souvent une complexité d'aller chercher les données de A à Z. Fait que ça mène à beaucoup de problèmes on va engager beaucoup d'analystes, on va engager des gens en analytique pour pouvoir surfacer ça, mais ils sont loin de la business, puis ça prend du temps, puis ça coûte super cher aussi, ces outils-là. Fait que ça mène à... c'est ça, un problème d'exécution puis de rapidité de surfacer ces métriques-là, qui est une opportunité, en fait. Une opportunité d'affaires. Mais aussi une opportunité, comment dire, de prendre en main son efficacité, son efficience de capital, l'efficacité de capital dans la compagnie. Puis, tu sais, pour ne pas nommer la compagnie, mais vous vous douterez bien que je parle pas de Snipcart parce que c'était bien trop petit pour avoir cette fonction-là, mais je l'ai vécu, moi, ça aussi, là, l'espèce d'effet un peu comme la dynamique disparate entre... Il y a de la data qui vit dans le départ marketing, dans leur tooling spécifique. Il y en a qui vit dans le départ des ventes. Après ça, t'en as qui est agrégé à tel rythme ou à tel corps dans le département BI. Mais là, l'analyste de data qui s'occupe de Power BI versus celui qui sort le stock de la base de données, mettons, c'est pas le même. Puis là, il faut qu'ils se parlent, ils sont pas sur la même time zone.
Je me rappelle, elle m'a dit, genre, hey, c'est tellement tough, genre, de unifier puis d'avoir des réponses pour prendre des décisions plus vite, mettons, là. Fait que ça fait que t'es toujours un peu in the dark. Complètement. Genre, sur où tu dépenses ton cash puis qu'est-ce qui revient. Je sais pas si tu peux relate, je suis sûr que oui, avec Snipcart puis peut-être d'autres expériences, mais il y a aussi le storytelling des gens dans l'entreprise qui ont des rémunérations différentes. Ça, c'est bon. Parle-en de ça. Quand tu rentres dans un meeting, puis tu as marketing, tu as vente, tu as service client, tu as revenue operations, tu as peut-être même finance, c'est incroyable à quel point souvent il y a des conversations où les gens doivent vendre leurs chiffres. Ça, c'est fou, en fait, quand on y pense, puis tu as un CEO ou un CRO, puis là, toi, tout ce que tu veux, c'est la peinture globale de l'entreprise. Tu veux pas du storytelling. Tu veux pas que les gens manipulent un peu les données dans le sens où ça les fait paraître un petit peu mieux que les chiffres sont en réalité. Itai, le CEO de Bouddha, m'avait déjà dit... je me rappelle, j'ai posé des questions sur comment gérer la compagnie, qu'est-ce qui était tough et tout. Il m'avait dit, genre, une des affaires qui me piss off le plus, c'est quand j'ai des leaders de département qui m'arrivent, on parle d'un même sujet, puis ils m'arrivent avec des chiffres différents. Genre, souvent, je shut down la discussion, puis je fais comme, go figure it out. Revenez-moi avec les mêmes chiffres, puis que vous êtes d'accord dessus. Parce que justement, ça devait venir un peu de ces... Oui, la donnée vient pas des mêmes places, puis tout ça, puis comme les incentives à faire briller tes chiffres d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, lui, il n'y avait aucune tolérance. Mais ça, c'est le fun, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité non plus de comprendre ça. Puis il y a beaucoup de CEO ou de CRO qui vont aussi absorber un peu ce que les gens... puis, tu sais, les gens qui ont un petit peu plus une capacité à bien se présenter dans les meetings, qui ont un certain swag, ça va mieux passer que les gens qui sont pris avec un peu moins de capacité à présenter des chiffres. C'est ça. Fait que quand tu nails ton architecture de revenus, ou du moins que tu as des logiciels, que ce soit Vasco ou que tu as une stack sur le sens du monde, quand tu nails ça, tu coupes à travers le bruit de la personnalité, l'influence, l'autorité, les incitatifs des gens, puis tu fais comme, non, check, on s'est tout entendu que le modèle d'affaires, de go-to-market, excuse-moi, on le mesure de telle façon. On est tous d'accord que ces mesures-là sont legit. Voici la vraie picture avec les vrais data qui nous concernent tous. Fait qu'on enlève l'espèce de fluff psychologique, le noise humain qui va juste arriver. Genre. Puis la réalité, c'est que tout ce qu'on veut, c'est optimiser les endroits où on doit optimiser. Fait qu'on peut-tu avoir une conversation claire autour des vraies données, peu importe comment ça nous fait paraître. Tu sais, moi, si je suis un leader dans une entreprise, puis il y a des chiffres qui sont surfacés puis sont pas bons, plutôt que d'essayer de figurer est-ce que les chiffres, c'est les bons chiffres, puis est-ce que là, on a des problèmes dans... Non, on va juste figurer, il est issu de quoi, ce problème-là? Est-ce qu'on a un gap qui est pas idéal entre un département puis un autre, puis est-ce que ça mène à des problèmes qu'on pourrait tackle d'une certaine façon, plutôt que de passer notre temps à juste s'obstiner sur les données ou même pas mesurer les choses de la même façon. Fait que, bref, c'est des frustrations qu'on a vécues chez Vasco, puis qui nourrissent un peu aussi le besoin puis le produit. Ouais. Carrément. Puis là, comment est-ce qu'on fait pour descendre... Parce que j'ai comme envie qu'on fasse une forme de preview de notre roadmap à toi et moi, de tout ce qu'on va parler, ben, pas juste toi, là, des gens de l'équipe aussi. Là, on a comme mis la base de genre, hey, le cash est plus si facile que ça à aller chercher. Tu peux plus juste wing it avec un beau produit, un beau pitch, puis genre de la croissance sans creuser dans un minimum de complexité de voici comment je gère mon capital. Est-ce que je suis efficace avec ça? Est-ce que mon modèle de croissance fait du sens ou pas? Fait qu'on a comme établi cette prémisse-là. Là, après ça, on a dit, ouais, il faut que tu unifies un peu les fonctions. Il y a des disciplines comme qui t'aident à faire ça, comme l'architecture de revenus et tout ça, ou RevOps. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre aux fondateurs ou quel thème on a besoin d'aborder pour amener le monde vers get your shit together par rapport à ton go-to-market, mettons? Oui, c'est une très, très bonne question. C'est de quoi d'autre qu'on va parler, toi puis moi, mettons? C'est ça. Ben, écoute, on va parler de plusieurs angles. Il y a des trucs comme la configuration du CRM qui est super important. Fait que très technique. Très technique. Avant même de pouvoir surfacer des données, ça prend une organisation de notre tech stack qui permet aussi de surfacer ces données-là. Puis, à travers Vasco, on permet de le faire beaucoup plus facilement, mais on y viendra. Mais le CRM, c'est une librairie d'activités. C'est là que les événements se passent. C'est là que les gens sont mesurés. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait une hygiène assez
assez stable dans ces outils-là pour pouvoir surfacer les bonnes informations. Fait que l'architecture du CRM, la configuration, c'est super important. Ensuite, il y a plusieurs angles différents. Il y a aussi les gens à l'interne. Qui est responsable de ces processus-là? Est-ce qu'il y a une personne, un champion interne qui gère le story, disons, de lead jusqu'au cash? OK. Fait qu'il y a plein d'angles différents C'est quand ça. même à éduquer sur l'architecture de revenus. C'est pas juste un outil. Ça prend du buy-in, ça prend une compréhension, ça prend un modèle mathématique derrière qui nourrit ça aussi. Fait que, vite de même, il y a une grosse catégorie qui est comme les outils technologiques. Comment tu vas les configurer ou les intégrer ensemble. Mais tu as aussi une grosse catégorie qui est les personnes, les ressources humaines. Comment tu vas orchestrer ton RH un petit peu pour qu'il y ait des gens qui leur ownership et leur compréhension soient tout autour du journey du revenu. Absolument. Je sais pas comment dire. Puis, tu sais, dépendamment de la grandeur de l'entreprise, ces départements-là existent peut-être déjà. Si on parle d'entreprise qui est plus petite, disons, soit Inception ou même pas 1 million en revenus, ça peut être le founder, ça peut être la personne qui a été mandatée pour faire les ventes. Des fois, c'est le founder, des fois, c'est peut-être un CRO, mais qui est vraiment dans les tranchées en train de vendre. Cette personne-là est bien placée parce qu'elle comprend super bien le produit, évidemment. Une bonne compréhension du cycle de vente, puis un ownership total que tout le monde va écouter cette personne-là. Parce que l'autorité, la crédibilité, pour quelqu'un dans l'entreprise qui va dire à tout le monde à travers la mise en marché quoi faire, il faut que tu aies une certaine crédibilité, une autorité qui vient soit par l'expérience ou par, évidemment, disons pas le statut, mais le la nombre présence, de responsabilités le nombre que de tu prends responsabilités. dans la compagnie. Puis souvent, ça va vers le haut de la hiérarchie. Fait que ton champion ou ta championne, ça peut pas être n'importe qui par rapport à tes RevUps. Puis là, il y a une affaire qui me gosse, puis à chaque fois qu'on se parle, j'ai l'impression que je te demande de me leur expliquer, mais pour le bien de l'audience et le mien, RevUps, Revenue Operations, versus architecture de revenus, on a-tu une nuance à faire là ou comme pas tant? Un petit peu, ben, c'est juste la notion de Revenue Operations, c'est le groupe, c'est la fonction à l'interne. C'est bon, comme marketing est une fonction, Revenue Operations, c'est un groupe, un département qui est mandaté composé pour faire... d'humains qui s'occupent de ça. Okay. Ces gens-là sont mandatés à faire du Revenue Architecture. Fait que l'architecture de revenus, c'est une pratique utilisée par les opérateurs de revenus, disons. Ouais. Hopefully, je vais m'en rappeler. Parfait. Sinon, je peux te le répéter à chaque fois, ça ne me dérange pas. Où est-ce que le monde peut... parce que là, on a comme donné un preview de la roadmap, ça c'est cool. Mais là, s'il y en a, mettons, que ça a piqué leur curiosité ou whatever, puis ils veulent aller suivre l'aventure de Vasco, y a-tu des touch points vers lesquels on peut les pointer? Ou... Ben absolument. On a un site web, vasco.app. On a une librairie une académie aussi sur le site web qui est quand même intéressante. On va se mettre à faire beaucoup plus de contenu éducatif, white paper, trucs comme ça pour éduquer les gens. Mais il y a aussi... il y a plusieurs communautés dans lesquelles nous, on fait partie, mais que les gens peuvent aller voir aussi pour s'éduquer non seulement sur les produits dans ce space-là, mais aussi sur les pratiques. On a déjà parlé sur le pod, je pense, mais Winning by Design, Pavilion, qui a un chapter d'ailleurs à Montréal. Exact. Il parle beaucoup de ça. Fait que c'est le fun parce qu'il y a du contenu qui est très facile à accéder puis qui rentre un petit peu en profondeur par rapport à ces... De plus en plus de founders que je vois, il y en a qui s'en viennent sur le pod ou pas, whatever, là, mais il y en a beaucoup qui font partie de ça, Pavilion. Puis je serais juste curieux de savoir, tu sais, quel genre d'individu tu retrouves, quel genre de profil tu retrouves au sein de cette communauté-là? De toutes sortes, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui sont exécutifs ou même employés dans quand même des grosses boîtes qui cherchent à s'équiper d'autres personnes, d'apprendre un petit peu sur soit des tactiques ou des stratégies que les autres utilisent. Fait que ça peut être même un bel apprentissage pour des gens de network ou de se partager du knowledge, disons. Puis il y a aussi des founders, des CEO, des CRO qui vont là aussi pour aller chercher un petit peu plus de direction sur comment former des départements, puis même, ça revient beaucoup à l'architecture de revenus, mais autant pour network que pour apprendre, disons, c'est quand même c'est efficace. Digital et physique, dépendamment des chapitres, il va y avoir des événements dans la vraie vie, mettons? Oui, il y a des événements à Montréal avec le chapter de Montréal, mais il y a aussi beaucoup Ils ont une école en ligne pour Revenue Operations, pour CRO.
Fait qu'il y a un petit peu à la Winning by Design, il y a beaucoup de contenu que tu peux consommer ou pour apprendre un petit peu sur ce domaine-là. Puis s'il y a du monde qui se disent, ben moi j'aurais 2-3 questions pour Alexis spécifiquement, je veux savoir genre qu'est-ce qu'il pense de XYZ, on a-tu des endroits où les pointer, ton LinkedIn? Ben oui, mon LinkedIn, absolument. Alexis Boucher. Alexis Boucher, Vasco. Ça devrait pas être difficile. Ça devrait pas être difficile. Puis, sinon, ton numéro de téléphone personnel, ton adresse personnelle, tu voulais-tu qu'on les mette dans les notes ou c'est correct ça? Non, c'est bon, ça va être good. Je pense qu'on va y aller. Je veux pas avoir des situations comme la tienne, mais fait que on va stick au site web puis mon LinkedIn, c'est correct. Parfait, man. Écoute, c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Ouais. On va avoir la chance de démystifier ou de zoom in sur certaines de ces dimensions-là. Puis moi, je suis excité de m'éduquer moi, d'éduquer le monde, puis de pouvoir faire en sorte que le monde soit plus efficace avec leur capital, qu'on ait plus de coups de circuit au Québec. C'est très cool. Merci, écoute, mon vieux. Merci à toi. Un gros plaisir.